Donc là, on a parlé de remise en place de la caillette, roulage de la vache, odontopexie, abomazopexie, pose de tige, navette, et ainsi de suite. Donc on a discuté sur tout ça la dernière fois. Donc, Inch'Allah, on va essayer de parler un petit peu du déplacement, dans un premier temps. Déplacement avec volvulus. Volvulus, ça veut dire une torsion. D'accord? Une torsion. Ce qu'il faut savoir, c'est que le déplacement à droite, il a pratiquement l'étiologie et l'épidémiologie du DCG. C'est-à-dire c'est les mêmes étiologie et épidémiologie. Où je mets un terme étiologie et épidémiologie. Épidémiologie. Sur le plan épidémiologique, je connais les vaches qui étaient intéressées par le déplacement de la caillette à gauche. Donc, essentiellement les vaches laitières, début de lactation et l'influence de l'alimentation. Pratiquement, les épidémiologies sont les mêmes. Vaches laitières, début de lactation et l'influence de l'alimentation. D'accord? On la retrouve essentiellement aussi chez les vaches Holstein, Prime Holstein surtout. Pourquoi? Ample. D'accord? Pour leur abdomen qui est ample. Sur le plan étiologique maintenant. Alors, sur le plan étiologique, le déplacement de la caillette à gauche, quelles étaient les conditions? On avait 3 conditions. L'atonie, la distension et la vacuité du rumen. Dans le déplacement de la caillette à droite, nous avons 2. L'atonie et la distension. Qu'est-ce qui pouvait entraîner une atonie de la caillette? Est-ce que la théorie mécanique a sa place dans le déplacement de la caillette à droite? Oui. Oui. D'ailleurs, c'était la seule qu'on utilisait pour expliquer le déplacement de la caillette à droite et le déplacement de la caillette à gauche. D'ailleurs, la théorie mécanique, elle est plus logique pour un déplacement de la caillette à droite qu'un déplacement de la caillette à gauche. Parce qu'elle comprime la caillette une fois. Si elle est atome et remplie de gaz, elle se gonfle et elle remonte au niveau du flanc droit. D'accord? La théorie mécanique. Mais toujours, on a retrouvé des déplacements de la caillette à droite chez les tauriens. Et donc la théorie mécanique ne pouvait pas, à elle seule, expliquer la genèse du déplacement, qu'il soit à gauche ou à droite. D'accord? Alors, automatiquement vers la théorie métabolique. Ok. La théorie métabolique, toutes les causes qui entraînent une atonie et une distension de la caillette sont susceptibles d'entraîner un déplacement à droite ou à gauche. On va des pourcentages, je vais aller des pourcentages. 80% à gauche, 20% à droite. Alhamdoulilah. Parce que la droite est plus dangereuse. Donc vous imaginez si c'était l'inverse. Regardez la gamme. D'accord? Donc, 80% c'est la gauche, 20% c'est la droite. Mais c'est les mêmes étiologies, c'est la même pathologie. Des fois, on fait 20% de déplacement à droite, des fois, on fait 40% de déplacement à gauche. D'accord? Alors, quelles sont les étiologies que vous connaissez pour le déplacement de la caillette à gauche? Les causes de l'atonie ce sont les mêmes. C'est-à-dire qu'on peut avoir une endotoxine bactérienne par métritomamite qui nous font un déplacement à gauche, comme elle peut nous faire un déplacement à droite. Par quoi? Une endotoxine bactérienne, par quoi? Par l'histamine. D'accord? On peut avoir une acidose alar ou arsa? Arsa. علاش ماشي لالا؟ علاش ماشي c'est une acidose lactique aiguë du rumen? علاش c'est une acidose subaiguë du rumen? L'histaminophormance, très bien. Elle ne peut pas se développer à un pH 4. Et l'alar est tellement
spectaculaire, tellement aiguë, que l'animal n'aura même pas le temps de développer quoi que ce soit. Il va développer une mort directe. D'accord? Alors que l'aspect subaigu de l'ARSA est susceptible d'entraîner une formation d'histamine. Cette histamine va au niveau de la caillette où il va entraîner son atonie et sa distension par des gaz. Nous avons aussi la forte concentration sanguine en corps cétonique. On revient plutôt. Les corps cétoniques inhibent l'activité de la caillette. Et donc, en cas d'acétonémie, comme cause primaire, on peut avoir une conséquence d'un déplacement de la caillette à droite. En cas de déplacement de la caillette à droite, nous avons le développement d'une acétonémie. Donc, la conséquence et la cause, c'est kiff-kiff. C'est la même chose. Une hypocalcémie, le calcium joue un rôle très important dans la contraction musculaire. Et donc, en cas d'hypocalcémie, et dans le cas Hada, est-ce que c'est l'hypocalcémie clinique ou subclinique? C'est subclinique. Très bien. Subclinique. C'est-à-dire que c'est la diminution de la calcémie, mais aussi une diminution qui est susceptible d'entraîner des signes. Qui ce qu'on appelle l'hypocalcémie subclinique. Ok? Parmi les conséquences de cette hypocalcémie subclinique, nous avons les déplacements de la caillette, à gauche ou à droite. D'accord? À gauche ou à droite. Et l'acidose rénale subie. Oriente vers, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. L'épidémiologie du sang très proche de celle du DCG. Le décédé touche en général les vaches plus âgées. Alors que le DCG, généralement, les vaches plus âgées vont être touchées par le déplacement de la caillette à droite que le déplacement de la caillette à gauche. À l'âge. Relâchement des ligaments gastriques, les ligaments abdominaux en général. D'accord? Et les âgés, les plus âgés, sont susceptibles aux maladies métaboliques plus importantes, surtout l'hypocalcémie. L'hypocalcémie, qu'elle soit clinique ou subclinique, les animaux âgés sont plus l'hypocalcémie plus que les jeunes animaux. Pourquoi? C'est une question de quoi? D'une activation de la vitamine D. L'activation de la vitamine D, elle se fait au niveau rénal. Et donc, chez les animaux âgés, nous avons un déficit en récepteurs de vitamine D. Et donc, l'activation ne peut pas se faire. La vitamine D joue un rôle très important en association avec la PTH, dans la pathogénie de l'hypocalcémie. D'accord? Donc, les animaux âgés sont susceptibles aux hypocalcémies plus importantes. Surtout les hypocalcémies subcliniques. Alors, elles se retrouvent entre 3 et 6 semaines après le velage. 3 à 6 semaines après le velage. Et 7 fois moins fréquentes que le DCG. Alors, 3 à 6 semaines, ça correspond à quoi? Le pic de production. Le pic de production. Le pic de production. D'accord? Le pic de production. Elle est 7 fois moins fréquente que le DCG. Dieu merci. Alhamdoulilah. D'accord? Donc, sur le plan pathogénique, c'est la même chose, causée par une atonie aromazale, puis une accumulation des gaz de fermentation. Donc, ما نحبش نسمع واحد يقول لي un déplacement de la caillette s'il n'y a pas d'atonie et de distension. S'il n'y a pas ces deux conditions, à droite, à gauche, on rajoute la vacuité du rumen, on ne parle pas de déplacement de la caillette à gauche ou là à droite. D'accord? Ça. Alors, si le déplacement est seul, c'est-à-dire non compliqué par une torsion ou un volvulus de la caillette, c'est une simple distension gazeuse,
Pas d'obstruction gastro-intestinale, pas de lésion vasculaire ou nerveuse de la paroi de la caillette. Alors la caillette subit une légère rotation dans le sens horaire quand on regarde la vache de la droite. Où je m'arrête? Alors, quand on regarde la vache, côté droit, d'accord. Est-ce qu'on est direct ou là sur 3/4 arrière? À l'aise. Et quand on regarde la vache de face, c'est une chose. Lorsqu'on regarde la vache de 3/4 arrière, c'est-à-dire le champ de vision canal, il est comme ça. 3D, c'est en 3D. D'accord? Alors, la caillette va subir une rotation, subir une légère rotation dans le sens horaire quand on regarde la vache par la droite. Là, ce n'est pas un volvulus. Ce n'est pas un volvulus. C'est une distension. Elle peut subir une légère rotation. D'accord? Ça, c'est premier. La caillette, c'est une caillette normale. Dès qu'il y a une atonie, la première des choses, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se distendre. D'accord? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle de côté, il va remonter tout le long de la ana. Il va remonter tout le long de la paroi abdominale droite. Normalement, une caillette, oui, on inspecte une caillette. Oui, on cherche avec le stéthoscope le corps borique d'une caillette. Entre le 10e et le 11e espace intercostal. Je dirais entre le 9e et le 10e espace intercostal. Mais dans ce cas, on va se retrouver avec une activité de la caillette qui est amoindrie et un son pathognomonique, on va le rechercher plus dorsalement et plus caudalement au niveau du 11e espace intercostal. Ça veut dire que la caillette s'est déplacée en arrière. Elle s'est déplacée en arrière. D'accord? En se déplaçant en arrière, lorsqu'on regarde cadran du monde, midi, dans le sens où je m'arrête, est-ce que c'est dans l'axe longitudinal ou dans l'axe vertical? C'est dans l'axe longitudinal. Qu'est-ce qu'elle va suivre? C'est là, ou dor. Dor, c'est dor. C'est comme ça. Alors, on a la distension et le déplacement seul, simple. Mais chez volvulus. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'elle va faire là? Ok? Moi, je prends atonie et distension. Moi, c'est ça. Va tout là. Ok? Son axe, lorsqu'on voit cadran, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire ça. Une légère rotation dans le sens des aiguilles d'une montre. Une légère rotation. Elle n'est pas grande, c'est un déplacement simple. Donc, déplacement simple, ce sera la caillette remonte vers le flanc gauche, la paroi gauche, elle était ventrale, ne pas la partie médiale, d'accord? Et elle peut subir, dans certains cas, une rotation dans le sens des aiguilles du montre. Fahmina? Ok?
Donc, lors d'un déplacement de la caillette à gauche, la chose qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas d'obstruction gastro-intestinale, sauf dans des cas sévères où il y a un écrasement du pylône. Et là, on retombe dans le phénomène du syndrome de Flood postérieur. D'accord? Syndrome de Flood postérieur. Pas de lésion vasculaire ou nerveuse de la paroi de la caillette. Voilà, parce qu'il n'y a pas de torsion. S'il n'y a pas de torsion, les vaisseaux ne sont pas touchés. Et donc la caillette, elle est simple, elle remonte vers le flanc gauche, le flanc droit. Elle ne subit ni torsion, ni rotation, ni volvulus, ni rien du tout. Ça, c'est le déplacement à droite simple. Une légère rotation dans le sens des aiguilles d'une montre peut être rencontrée. Maintenant, si elle est seule. Le problème du déplacement de la caillette à droite, c'est qu'il peut évoluer vers une torsion de la caillette, un volvulus de la caillette. D'accord? Donc, le volvulus de la caillette ne se rencontre que lors d'un déplacement de la caillette à droite. On ne parle jamais de volvulus et de torsion de la caillette à gauche. Voilà, parce qu'il n'y a pas d'espace. S'il y a un déplacement de la caillette à gauche, la caillette va se retrouver entre la paroi abdominale gauche et le rumen et elle ne peut pas jouer. Qu'est-ce qu'elle peut? Elle peut remonter et redescendre. Un couloir. Ok? Par contre, lors d'un déplacement de la caillette à droite, son évolution vers un volvulus est fréquente. Mais ce n'est pas la fréquence qui nous chagrine un petit peu. C'est qu'on ne peut jamais prédire, après un déplacement de la caillette à droite, quand est-ce que le volvulus peut intervenir. On peut intervenir facilement sur un déplacement de la caillette à droite. On est sûr qu'on est devant un cas d'un déplacement de la caillette simple. On part, on traite avec des laxatifs et ainsi de suite, donc on va le voir très doucement. Et on va partir. Une demi-heure après, l'éleveur nous appelle. La vache est tombée, elle est en choc, hypovolémique, et ainsi de suite. Comme on peut partir, et le volvulus n'intervient que 24 heures après, 6 heures après, 8 heures après. Donc l'intervalle, on ne peut pas le définir, on ne peut pas le gérer. C'est pour cette raison que je vous dis toujours, dans les cas de déplacement de la caillette à droite, intervenir, c'est une urgence. Parce que maintenant, je sais pas le volvulus. Ou est-ce qu'il y a le volvulus? Mais on ne peut pas prendre du risque. Mais non, c'est un déplacement de la caillette à droite, c'est simple, il n'y a pas de problème. Non, personne ne peut dire cette phrase. On ne peut pas. S'il y a un déplacement de la caillette à droite, il y a de fortes chances qu'elle évolue vers un volvulus. Et lors d'un volvulus, là c'est une urgence, et les risques, les chances de guérison vont s'amoindrir. Donc, les chances de guérison, mais qu'on nous suit, et qu'on nous rappelle. Vaut mieux intervenir avant lors d'un déplacement de la caillette à droite. Dégonfler, fixer la caillette à droite, malgré qu'il n'y a pas de volvulus. Fahmtou? Ok? Ça. Maintenant, qu'est-ce qui arrive à la caillette pour subir un volvulus? Commence comme un déplacement de la caillette à droite. Le volvulus, la caillette à droite. Le volvulus, la caillette à droite. Commence comme un déplacement de la caillette à droite. Donc un volvulus de la caillette à droite
ne s'installe jamais d'emblée. Il faut qu'il soit précédé par un déplacement de la caillette à droite. Donc, dans un premier temps, c'est le déplacement de la caillette à droite. C'est le déplacement de la caillette à droite. Mais il y a une évolution. Comment se fait cette évolution? Donc, dilatation, torsion de la caillette selon un axe. Feuillet, caillette, rotation de la caillette en sens anti-horaire. Le déplacement de la caillette simple, on a une légère rotation dans le sens des aiguilles d'une montre. Lors d'un volvulus, c'est l'inverse. C'est l'inverse. D'accord? Ok? Distendu. Talat. Qu'est-ce qu'elle va subir? Simple. Rotation dans le sens des aiguilles du monde. En cas de déplacement avec torsion, qu'est-ce qu'elle va subir? Elle va subir une rotation dans le sens inverse des aiguilles du monde. L'axe longitudinal et l'axe vertical. C'est l'axe vertical. Donc elle va faire ça. Mais non seulement elle subit une rotation dans l'axe vertical, mais même dans l'axe longitudinal. Donc elle va faire ça. D'où la gravité. Je vois ce qui s'est passé pour la vascularisation, le pylore et ainsi de suite. Remarquez. C'est des torsions D'accord? D'accord? Donc la caillette, qu'est-ce qu'elle va subir? Lors d'un volvulus, une rotation anti-horaire. Anti-horaire. Et non seulement dans l'axe vertical, mais même dans l'axe longitudinal. Donc elle va faire ça et ça. D'accord? C'est très important de le savoir. Où est-ce que les vaisseaux? D'où l'importance, d'où l'urgence. Vous savez, si on n'intervient pas, c'est la mort imminente dans les heures qui suivent. D'accord? N'zidkom haja de 60% des cas, la torsion n'engage que la caillette. C'est uniquement la caillette qui est touchée par la torsion. Le nœud de torsion se situe à la jonction omaso-abomaso. Le duodénum est alors situé en avant de sa position normale. Parce qu'il faut imaginer. La caillette est. D'accord? Qu'est-ce qu'elle va subir? Elle va subir une déplacement. Ok, avec une rotation. Où est le pilon? Ça, et dans sa position crâniale. Donc on ne le retrouve plus au niveau de la position le dorsal. D'accord? Donc le pilon, qu'est-ce qu'il va suivre? Tac, il vous dit plus crânialement. Et d'ailleurs, lorsqu'on ouvre, c'est lui qui va nous indiquer qu'on est effectivement dans un cas de torsion de la caillette. Quand on ouvre, théoriquement, on ouvre au niveau du flanc droit, lors d'un déplacement de la caillette à droite. On ouvre au niveau du flanc droit. Normalement, le pilon est gênant. Là, on ouvre là. Donc le pilon, directement gêne. Il a montré là ce pilon là, ça veut dire qu'il est déplacé. Et on est devant un cas d'un déplacement avec volvulus de la caillette. Maintenant, c'est bon? Ça, c'est le premier. 60% des cas, c'est la caillette uniquement. Zéro. 40% des cas,
et le feuillet. تدي معاها الفeuillet. Le feuillet وين جاي لنا؟ Il est là. Donc non seulement la caillette touchée, mais تدي معاها le feuillet. Le feuillet وين يرى؟ يجي لهنا. Au niveau du nœud de la torsion. Et qu'est-ce qu'on aura? On aura le duodénum qui va se situer entre le feuillet et le réseau. Tellement que la torsion est très grande. Donc le duodénum, c'est que le trépo entre en arrière du feuillet. Entre le feuillet et le réseau. Entre le feuillet et le réseau. C'est bon? Le duodénum se situe alors en avant du feuillet. En avant du feuillet. Charles, c'est le premier cas, 60%. Si la caillette est seule, intéressée par le volvulus. Le duodénum, il dit là. Il dit en arrière du feuillet. Lorsque la torsion, 40%, intéresse la caillette et le feuillet, il est là, il est là, la caillette. Donc le duodénum, il est en arrière du feuillet. Il est le feuillet là, ou le duodénum là. Donc 60%, c'est uniquement la caillette qui est touchée. Le duodénum est crânialement feuillé. On a parlé au début que le nœud de la torsion soit sur la jonction maso-abomasal. La jonction maso-abomasal. Et maintenant, le nœud, c'est en avant du feuillet ou en arrière du feuillet, dans ce cas. En arrière du feuillet. Parce que si le feuillet est entraîné par la torsion, le nœud de feuillet, non, deuxième. Parce que le premier cas, le nœud de torsion, il est au niveau abomaso-omasal. C'est entre la caillette et l'omaso, le feuillet. D'accord? Mais si le feuillet est entraîné par la torsion, le nœud de torsion, il se situe en avant. En avant. D'accord? Alors, quel est le résultat du volvulus? Donc, un développement d'un syndrome occlusif. C'est pour cette raison que généralement, on étudie le déplacement de la caillette avec volvulus dans les syndromes occlusifs chez les ruminants. Les syndromes occlusifs, le déplacement de la caillette avec volvulus droite. Volvulus droite. Alors, les conséquences cardiovasculaires qui sont représentées par un choc hypovolémique. Alors, le choc hypovolémique, il est dû à quoi? Formation de troisième secteur. Voilà, formation du troisième secteur. C'est-à-dire que tous les liquides du corps vont être séquestrés au niveau de la caillette. Et donc, ils ne vont plus intéresser les échanges entre le sang et les milieux, et on va avoir un problème de choc hypovolémique. Les conséquences métaboliques, nous avons l'alcalose hypochlorémique. Et dans ce cas, l'alcalose hypochlorémique, elle est plus importante que lors d'un déplacement de la caillette à gauche. C'est l'arrêt du transit carré. D'accord? Les dommages vasculaires et nerveux au niveau de la caillette. Les dommages vasculaires, elles vont entraîner des problèmes de nécrose de la caillette. Des fois, on intervient, on ouvre et on retrouve une caillette totalement nécrosée. L'animal est vivant à 10%. À 10%. C'est l'abattage. D'accord? Donc les dommages vasculaires, ou là les dommages nerveux. Alors, quels sont les dommages nerveux susceptibles d'être entraînés par un déplacement avec volvulus? L'étirement du nerf vague, qui va nous donner par la suite un syndrome d'Ouflund postérieur. Donc, ayez toujours à l'esprit que même si vous arrivez à réduire un déplacement de la caillette à droite avec volvulus,
attendez-vous que cet animal, cette vache, ce taurillon, peut développer un syndrome de Down postérieur par la suite. Chefto, on n'est pas sorti de l'auberge. On règle le problème, on le réhydrate, on la caillette, on la fixe, et après un certain temps, nous avons un syndrome de Down, dans ce cas d'origine nerveuse. Et l'origine nerveuse, je connais la moussologie, la moussothérapie. Je t'oublie, c'est une pathologie qui est lourde à gérer, comme pathologie, comme traitement. Et les pathologies qui sont lourdes à gérer, ils vont reposer sur la prévention. Sur la prévention. Toutes les étiologies, la pathologie qui fait l'acidose, les métriques, il faut les éviter en postpartum. Parce que imaginons que vous avez un cas qui vous réglez le problème de déplacement, vous réglez le problème de volvulus, mais toujours, c'est une vache qui peut développer à un certain moment un syndrome de Down postérieur d'origine nerveuse. Au moins une acalasie du pylore ou un problème d'adénopathie ou un problème. C'est nerveux, ça veut dire salam alaikum. Bien sûr, il ne faut jamais essayer de réduire une caillette gonflée, une caillette distendue. D'accord? Par quoi? Non. À l'intérieur de la caillette, il y a des gaz de fermentation, il y a une microflore. Et donc, si la microflore elle se retrouve au niveau du péritoine, donc péritonite direct. La technique, on ramène un tube. On n'aspire pas, on ramène un tube. À l'extrémité du tube, on monte une aiguille. Bidna, la gauche, généralement, on pique et on laisse les gaz s'échapper en dehors. D'accord? Une fois dégonflé, on la saisit, on rehausse au niveau de la bourse omontale, c'est une omontopexie, généralement, omontopexie, on la fixe au niveau de la paroi abdominale. Elle est fixée, elle est sur le volvulus, là, j'attire votre attention sur quelque chose. Si le volvulus est simple, on peut entraîner une détorsion. Mais si la caillette est nécrosée, c'est l'abattage. Maintenant, si la caillette est nécrosée dans des endroits, la nécrose, elle est limitée. Soit enlevée, on fait une gastropexie, c'est très rare chez les ruminants. Chez les ruminants, on peut essayer la gastropexie en puissance. C'est-à-dire qu'on n'ouvre pas. La partie nécrosée, voilà, par un surjet de Cushing, on essaye de la faire introduire au niveau de la lumière de l'organe et qui va être digérée par la suite, par les enfants. Non, c'est très douloureux, mais on va opérer sous anesthésie locale-régionale. Non, la digestion n'est pas douloureuse. C'est nécrosé déjà. Il n'y a pas de. Les plexus nerveux ne sont pas. La tonique de la caillette. Qui te règle les étiologies, tu as réglé la tonique. Voilà. Il y a des substances toniques. C'est les mêmes substances qu'on utilise pour les atonies ruminants. À base de strychnine, à base de généralement des parasympathomimétiques. On essaye de relancer un petit peu l'activité gastrique. D'accord? Ça. Alors maintenant, les signes cliniques d'un décédé et d'un VCD. Quels sont les signes cliniques sur le plan? Comment reconnaître un décédé?